Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à nouveau à l'invitation adressée par la GAP pour ce second webinaire. D'abord, permettez-moi d'excuser Fabrice Brogy, le président de la GAP, qui est retenu et empêché d'être avec nous ce matin, ainsi que Véronique Guillotin, la sénatrice, qui nous a adressé effectivement ses regrets de ne pas être là. Euh, un webinaire qui se situe dans la continuité déjà d'un exercice que nous avions engagé et qui correspond à une double volonté de la part de la GAP en termes évidemment de diffusion de ces analyses, de ces réflexions, de ces documents, et en même temps évidemment qui s'inscrit dans cet objectif de faire que nous soyons dans la proactivité de telle sorte que l'enrichissement soit constant sur ces réflexions, sur la base évidemment euh, de nos réflexions partagées. Ça va être le cas ce matin sur une thématique que l'on présente sous l'angle, enfin, c'est les angles morts du développement du Grand-Duché, angle mort sous le double aspect, c'est-à-dire qu'effectivement, et ça avait été l'objet de la première approche, du premier volet de l'étude, nous avions établi la réflexion autour du modèle de développement tel que nous le connaissons jusqu'à présent, et essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement avec ce révélateur qui constitue la question du logement et ses implications, que ce soit au niveau évidemment de la capacité physique et économique du Luxembourg, mais aussi la façon dont cela pèse sur les territoires voisins. Euh, Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'examiner les capacités objectives des territoires voisins à s'inscrire et à accompagner le développement du Luxembourg. Il s'agit d'en cerner toutes les problématiques, les difficultés réelles auxquelles les territoires voisins seraient susceptibles d'être confrontés, voire même leurs propres limites. Ça signifie aussi, ça renvoie à la question des partenariats et des solutions à rechercher de telle sorte que ce soit l'ensemble du territoire qui soit mis en capacité de gérer les phénomènes de métropolisation auxquels nous assistons depuis longtemps déjà. Donc, des thématiques au cœur des réflexions et surtout qui sont de nature à influer grandement sur les objectifs que s'assigne chacun des territoires concernés. Et on sait que le cercle de ces territoires tend à s'élargir. Un moment encore tout à fait important dans nos réflexions communes, puisque effectivement, plus que jamais, les enjeux qui sont ici posés, que ce soit évidemment au titre spécifiquement du développement du Luxembourg et plus globalement et plus logiquement au titre des stratégies à développer sur l'ensemble de la métropole luxembourgeoise, sont déterminants dans les réflexions actuellement en œuvre. Je pense en particulier, et ce n'est pas exclusif, nous sommes dans la phase, par exemple, du Scott Nord. Euh, Nous sommes dans la révision du Scott Nord, dans la phase ultime. Nous sommes dans des moments d'élaboration des PLUI sur les intercos. Nous sommes dans la définition de stratégies, qu'elles soient locales, départementales ou régionales. Donc, c'est l'ensemble de ces aspects qui se trouvent évidemment interrogés. En tout cas, merci de votre présence, de votre participation précieuse à ce webinaire. Je vais laisser le soin à Michael Volo de nous présenter le travail réalisé par la GAP qui se situe dans la logique de ce travail euh, en profondeur réalisé par la GAP sur ces dernières décennies et qui viennent évidemment alimenter, je crois, de manière tout à fait pertinente notre approche de ces différentes questions.
Merci encore une fois à vous. Je laisse le soin à Michael d'engager la présentation et à la suite de celle-ci, évidemment, l'échange que j'appelle de mes voeux promet d'être tout à fait intéressant. Merci encore à toi, Michael. Merci, Monsieur Corzani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais entamer, je vais attaquer directement. Euh, donc, on a essayé, en fait, c'est une étude vraiment exploratoire. On a essayé d'identifier un petit peu les limites du développement de ce qu'on nous on appelle le Grand Luxembourg, donc le Grand-Duché et sa périphérie métropolitaine. On avait fait un premier épisode, je vais pas revenir beaucoup sur celui-là, où on avait regardé plutôt ces angles morts au Grand-Duché et qui étaient essentiellement liés au logement et à la dynamique de production de logements. L'épisode 2, donc celui qui nous intéresse aujourd'hui sur les limites du Nord Lorrain, on a bien vu que la croissance des frontaliers, en fait, elle se décrète pas, hein. Elle dépend surtout du marché immobilier luxembourgeois et de la capacité des territoires frontaliers à accueillir et à loger ces actifs. Et donc, cette approche qui est vraiment exploratoire, hein, on a essayé de mettre des chiffres sur des choses qu'on pressent. On l'a abordé de deux façons. On a abordé les limites du Nord-Lorrain d'abord sous un angle démographique. C'est-à-dire que purement au niveau de la population, est-ce qu'on a une démographie qui permet de répondre aux perspectives de développement du Luxembourg et par ricochet de nos propres perspectives de développement sur le Nord-Lorrain. Et puis une deuxième partie un peu plus sensible, où là on a moins d'éléments statistiques encore que, mais sur vraiment les limites physiques et notamment au niveau des ressources et sur quelques champs de l'aménagement. Donc, on va parler friche, on va parler biodiversité, on va parler eau, on va parler déchets, on va parler stratégie de décarbonation. Euh, voilà, et c'est ce que on va développer ensemble dans la demi-heure qui suit. Alors, notre premier axe, donc sur les limites, on a exploré les limites démographiques et en fait les conséquences de l'absence de projection transfrontalière harmonisée aujourd'hui sur cet espace transfrontalier de la métropole luxembourgeoise. Alors, le premier élément, c'est qu'on a un décalage entre les projections du Statec et les documents d'urbanisme français. Le PDAT, donc le programme directeur d'aménagement du territoire, donc qui est la stratégie luxembourgeoise d'aménagement du territoire, a retenu le scénario le plus optimiste du Statec. Pour faire simple, une croissance du PIB de 4,5% par an sur la période 2030-2060. Cet impact du PDAT sur le Nord-Lorrain, nous, on l'a estimé à 124 000 frontaliers supplémentaires sur les 40 prochaines années, en tenant compte du contexte récent, la période 2017-2024, puisque les projections du Statec datent de 2017, et puis des perspectives de moyen terme du Statec sur la période 2025-2027. Et donc, globalement, on reste quand même sur une poursuite probable de cette croissance démographique, au moins jusqu'au milieu des années 2030, en tout cas pour notre territoire. Mais on se heurte à une difficulté de justifier une planification ambitieuse côté français pour répondre à cet impact. C'est-à-dire que ONFAL, qui est le modèle de projection de l'INSEE, reste la projection de référence. Mais le problème que nous, on a relevé, alors notamment, quand M. Corzani en a parlé, le Scott Nord 54, dans les travaux, on a identifié, nous, en fait, un problème, c'est que cette projection, elle est quasiment systématiquement contredite par les recensements successifs qu'on a sur le nord de la Meurthe-et-Moselle, puisque là où Onfal nous projetait une baisse de population, en fait, on a une croissance continue. Et donc, on arrive à une sous-estimation finalement des dynamiques territoriales et donc des besoins en logement. Donc, on a alerté l'INSEE, on a échangé beaucoup avec les services de l'État, et donc on a réussi à obtenir un modèle INSEE amélioré. Donc, ils ont retravaillé, ils ont regardé de plus près leurs projections. Mais la difficulté, c'est que ce modèle amélioré, en fait, n'est disponible qu'à l'échelle agrégée Scott Nord 54 et Scott de l'agglo de Thionville. Donc, vraiment sur l'ensemble du Nord-Lorrain. Et nous, on y voit en fait une fragilité juridique des documents, donc, notamment des deux Scott, mais aussi des PLUI, puisque on n'a pas cette projection de référence à cette échelle-là. Et l'INSEE laisse en fait aux acteurs locaux, donc essentiellement la GAP, de faire des exercices de projection
plus, à des échelles territoriales plus fines. Donc nous, on le fait, on l'a fait pour le SCOT Nord 54, on l'a fait pour le SCOTAP, on le fait pour les PLUI, mais on reste une agence d'urbanisme et on n'est pas un institut statistique, donc on identifie ça comme un risque un risque juridique pour les documents d'urbanisme dont il faut avoir conscience. Et nous, on appelle et on estime qu'il y a un besoin urgent d'avoir ce modèle de projection démographique combiné Luxembourg-Nord-Lorrain qui serait élaboré euh, par le Statec et l'INSEE pour avoir quelque chose de robuste et qui permette de tenir compte des perspectives de développement du Luxembourg dans les stratégies du Nord-Lorrain. Parce que les conséquences aujourd'hui, bah, on les paye, hein. On est sur un sous-calibrage des politiques publiques. Depuis 30 ans, on n'a pas eu de mise à niveau de l'axe A30 RN52. On le voit aujourd'hui, le tunnel du Bois des Chênes au niveau d'Ayange, il est plus adapté au trafic actuel. La mise aux normes autoroutières de la RN52 qui était prévue, donc pour ceux qui connaissent pas la RN52, c'est l'axe A31 jusqu'à la frontière belge en passant par Longwy, n'a jamais été réalisée alors qu'elle était inscrite à un temps au contrat de plan État-région. On a un sous-dimensionnement des équipements publics. Aujourd'hui, le lycée Alfred Mézières de Longwy, il vit une situation de saturation. Le dernier chiffre de la rentrée 2025, ils sont quasiment à 2000 élèves pour une capacité, moi, qui nous avait été annoncée à 1500 élèves. Donc, on a un lycée aujourd'hui qui peine à répondre à la demande. On a une politique du logement qui est sous-calibrée, donc on a sous-estimé les besoins, ce qui a alimenté la pression sur les prix, à la fois sur l'accession, à la fois sur les loyers. Et puis on a une amélioration de la liaison Longwy-Luxembourg, en fait, qui est repoussée. On a un report du doublement du tronçon entre Redange et la frontière française, doublement ferroviaire, qui permettrait d'avoir plus de trains entre Luxembourg et Longwy. On a des lignes de bus transfrontalières qui sont uniquement en rabattage vers Redange. On n'a pas de ligne de bus transfrontalière directe vers Luxembourg. On a eu une suppression de la desserte directe Longwy-Belleval-Thionville, qui permettait d'aller directement à Esch et surtout à Belleval. Et puis en fait, on a cette liaison-là qui est pas améliorée, alors que finalement, la vallée de la Chière pourrait être une alternative au sillon lorrain, qui est toujours plus saturé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en temps de parcours, de faire Jarny-Luxembourg, c'est grosso modo le même temps en passant par Agondange qu'en passant par Longwy. Et donc cette liaison Longwy-Luxembourg, elle est essentielle parce qu'aujourd'hui, l'agglomération de Longwy, c'est le deuxième territoire de résidence des frontaliers. Donc là, il y a aussi un véritable enjeu en termes de saturation et de calibrage de ces infras. Alors, autre conséquence, bah, j'en ai parlé, c'est l'accentuation des déséquilibres sociaux. On a des difficultés croissantes pour les non-frontaliers pour accéder au logement, hein. Donc, les deux cartes que vous voyez, là, en haut, c'est les prix moyens d'une maison, et en bas, c'est la charge du loyer pour une personne qui serait au SMIC français. Donc, on voit bien que le secteur de Thionville-Cattenom, aujourd'hui, on a des niveaux de prix qui sont très élevés, et en comparaison, aujourd'hui, en tout cas sur l'accession à la propriété, on a des prix qui sont supérieurs à la plupart des métropoles régionales, donc que ce soit Metz, Nancy, Dijon, Rouen, enfin, c'est par rapport à la plupart des métropoles régionales. On n'est pas encore au niveau des grandes métropoles nationales, mais pour des territoires comme les nôtres, ça, c'est déjà assez évocateur. On en voit aussi arriver depuis plusieurs années des comportements opportunistes, donc aussi bien sur des marchands de sommeil que des phénomènes de location de courte durée qui n'existaient pas forcément avant. Et puis ce cercle vicieux, finalement, il s'auto-alimente parce que on a des phénomènes de gentrification qui sont très forts et qui sont de fortes inégalités de revenus dans les agglomérations et qui fragilisent les centres-villes. On a un éloignement des populations modestes avec des populations qui arrivent dans des territoires où les besoins en équipement-service n'ont pas été forcément prévus. Et puis on augmente le risque de précarité énergétique parce que ces populations qui s'éloignent le plus, c'est aussi des populations qui sont pas frontalières et qui peuvent pas supporter forcément des budgets carburants ou de logements qui sont dégradés très importants. Et c'est un risque de tension sociale et notamment ça renvoie aussi à la crise des gilets jaunes, puisque à l'origine, la crise des gilets jaunes, c'était bien une mesure fiscale sur le carburant qui a provoqué l'explosion sociale. Alors, on a essayé dans un deuxième temps d'estimer en fait les besoins en actifs, en logement à long terme. Alors, le premier élément
qu'on voit, c'est que on a aujourd'hui une dynamique d'aspiration qui est plus tenable d'un point de vue démographique. Alors, une dynamique d'aspiration parce que sur le nord de la Lorraine, c'est des éléments qu'on avait mis dans le rapport transfrontalier du SRADET, donc c'était un travail des 7 agences d'urbanisme. On montrait qu'on avait à la fois des taux élevés de frontaliers, on avait une croissance de la population, une croissance des actifs, mais une baisse de l'emploi. Donc, c'est ce qui nous a fait dire qu'on était sur une dynamique d'aspiration. Même revue, en fait, les projections de l'INSEE, elles annoncent quand même une baisse des actifs. Le Nord-Lorrain, il pourrait perdre 7% de ses actifs d'ici 2060. Donc on voit bien que la courbe démographique, elle va finir par s'inverser. Ça, c'est une quasi-certitude. À long terme, donc avec une baisse des actifs, le Nord-Lorrain pourra plus fournir la main-d'œuvre nécessaire parce que il y a il y a 4 éléments de pression démographique sur les actifs. Il y a les frontaliers, donc les frontaliers supplémentaires dont l'économie luxembourgeoise aura besoin. Il y a les frontaliers qui seront nécessaires pour renouveler les effectifs de frontaliers qui vont partir à la retraite. On va avoir aussi des besoins de renouvellement de nos propres actifs côté Nord-Lorrain. Et puis aussi, on va avoir des besoins d'actifs pour du développement endogène, parce qu'aujourd'hui, la plupart des territoires sur le Nord-Lorrain veulent aussi se développer et veulent sortir de cette monodépendance à l'économie luxembourgeoise. Donc, on va avoir des pressions sur toute une série de variables, en tout cas sur les actifs, et on voit bien qu'avec une courbe des actifs qui va s'inverser, il n'y aura pas de la main-d'œuvre pour tout le monde. Et donc, les besoins vont être considérables parce que un frontalier supplémentaire, ça veut pas dire un habitant de plus. Je rends la paternité de la formule à Vincent Hein, le directeur de la Fondation IDEA, qui disait qu'un frontalier, c'est pas quelqu'un qui vient au monde à 25 ans avec un master. Donc, derrière ces frontaliers, il y a des familles, il y a des enfants, etc. Et donc, on a essayé d'estimer un petit peu tout ce besoin démographique et qui va nécessiter des besoins en logement considérables. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, le besoin démographique qu'on a estimé, c'est à la fois pour répondre aux besoins de l'économie luxembourgeoise et pour stabiliser à minima les actifs côté Nord-Lorrain, faire au moins en sorte qu'on ne perde pas d'actifs et donc, cette estimation des besoins, elle nous a amené quand même à avoir sur l'ensemble de la période 2020-2060 un besoin quand même de 176 000 logements. Vous voyez qu'entre la période 2020-2040 et 2040-2060, le besoin, en fait, il va augmenter parce que sur la période 2040-2060, il y a le renouvellement des actifs qui va s'accélérer et qui va générer des besoins supplémentaires en matière de logement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, les ambitions du PDAT, en tout cas les effets du PDAT qu'on pressent sur le Nord-Lorrain et le développement endogène du Nord-Lorrain, aujourd'hui, c'est une équation qui est quasiment impossible d'un point de vue démographique si on n'a pas une planification vraiment transfrontalière avec une vision partagée et sans étendre en fait les notions de co-développement à minima aux questions d'habitat et de développement des territoires du Nord-Lorrain. On voit bien que là, si on continue à planifier chacun de notre côté de la frontière, on voit bien que ça va coincer, on va toucher aux limites du modèle. Alors, on a essayé un petit peu d'approcher aussi la question des besoins en équipement. Donc, j'ai fait quelques tests, quelques calculs. Euh, En termes de médecins généralistes, d'ici 2040, on a estimé qu'il fallait déjà 200 médecins généralistes uniquement pour maintenir la densité actuelle, c'est-à-dire en faisant du 1 pour 1 et en mettant de côté le fait que les jeunes médecins veulent pas forcément travailler de la même façon que leurs aînés, etc., etc. Donc, vraiment uniquement une considération purement numérique, c'est déjà 200 médecins généralistes qu'il nous faut d'ici 2040. On a déjà des pénuries de personnel. Alors, dans les hôpitaux, donc l'exemple de l'hôpital de Mont-Saint-Martin, où il manque 52 infirmiers et 37 aides-soignants. Donc, ça a été, c'était dans un article de presse. On a aussi localement des saturations d'équipements sportifs et de clubs sportifs qui est liée à la dynamique résidentielle. On a des équipements scolaires qui arrivent à saturation. Le lycée, j'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Mais on a aussi donc l'Académie de Nancy-Metz qui estime qu'il y a 150 à 200 postes vacants sur les zones rurales et frontalières de l'académie. Donc, j'ai pas de détails entre zones rurales et zones frontalières, mais on a déjà une pénurie de personnel enseignant. Et on a des pénuries de personnel dans les services de protection des populations, notamment policiers, sapeurs-pompiers volontaires, et alors que l'activité sur ces catégories de personnel, elle s'accroît.
Donc, on voit bien que la croissance démographique qu'on a aujourd'hui, elle pose déjà des difficultés pour répondre de manière satisfaisante aux besoins des populations. Et au vu des ambitions qui sont portées par le PDAT et des effets qu'on peut esquisser sur le Nord-Lorrain, la question elle est posée, c'est-à-dire que si les territoires nord-lorrains font le choix d'accompagner le mouvement, est-ce que cette croissance elle est soutenable pour nos territoires? Alors, c'est la deuxième partie, c'est là plutôt les limites physiques. Donc, en partant de ce qu'on a fait en termes d'estimation de population, de besoins en logement, on a essayé d'estimer les besoins fonciers à partir de ces besoins en logement. Donc, on a pris plusieurs hypothèses. Donc, déjà, on a privilégié le scénario le moins ambitieux, c'est-à-dire que on fournit les frontaliers dont le Luxembourg a besoin et on maintient le contexte économique du Nord-Lorrain à son niveau actuel. On maintient les actifs, on les remplace, mais on ne cherche pas forcément à se développer. On a retenu une hypothèse de densification dans le tissu urbain qui est intermédiaire entre les deux Scots. On a pris une densité de logement de 20 à 40 logements à l'hectare, sachant que l'existant aujourd'hui, on est à 17, donc pas non plus sur des niveaux de densité très élevés. Et donc, on a estimé un besoin en foncier de 70 à 140 hectares par an, suivant les choix de densité qu'on ferait. Sur l'actuel, on est à 70. Donc, on voit bien qu'en poussant un peu les curseurs, en poussant le curseur de la densification et de la densité, on pourrait être à minima, enfin, en tout cas dans le meilleur des cas, à un rythme proche de ce qu'on observe actuellement. Sauf qu'avec, dans le contexte du ZAN, il va falloir réduire cette consommation-là. Et donc là, on voit bien que déjà, la situation va être quand même un peu compliquée. Euh, donc, on a beaucoup évoqué la question des friches hein, pour recourir à tous ces besoins. Donc, les friches seront inévitablement au cœur des stratégies futures. Seulement, sur les 2000 hectares de friches qu'on a recensés, en fait, actuellement, on n'a que 20% du potentiel de friche qui est fléché pour de l'habitat. On a encore 30% de ce potentiel qui n'a pas de vocation, qui n'est pas encore fléché. Donc, en faisant l'hypothèse que même si tout le potentiel non fléché allait vers l'habitat, au mieux, sur l'ensemble de ces 2000 hectares de friche, on n'aurait que la moitié pour de l'habitat. Et rien ne dit que ces 28% de friches qui restent à définir, en fait, vont être fléchées pour de l'habitat, puisque on voit bien qu'aujourd'hui, la tendance sur les friches, elles viennent plutôt en appui de stratégies de développement endogène. La première destination des friches aujourd'hui, vous l'avez en bleu sur le graphique, c'est dédié à une dominante économie, production d'énergie, activité artisanale, etc. Donc, on a bien une stratégie de nos territoires qui est plutôt d'utiliser, en tout cas, la première destination, c'est plutôt de créer de l'activité, de la dynamique sur nos territoires et pas forcément d'aller sur de l'habitat. Alors, on a poussé le curseur à l'extrême. On a dit, mais si vraiment on n'utilise que les friches, que le potentiel qui est disponible, et ben on se rend compte en fait il faudra aller sur des densités très élevées. On a fait le calcul qu'il faudrait aller sur du 120 logements à l'hectare euh, pour répondre à ces besoins. Alors, 120 logements à l'hectare, c'est pas délirant, hein, mais c'est simplement que aujourd'hui, c'est des densités qu'on trouve en Île-de-France. Donc voilà, donc ça veut dire que si on fait ces choix-là, ça veut dire qu'il faut radicalement changer la façon dont on aménage les territoires. Alors c'est des densités qui peuvent inquiéter, hein, mais des travaux du CEREMA ont montré que plus que la densité, c'est surtout la qualité des espaces publics qui fait l'acceptabilité de la densité. Et ça pose notamment des questions autour de la gestion du stationnement, de la place du végétal, de la qualité des équipements et des espaces publics, de la proximité de commerce, etc. Les deux illustrations que je vous ai mis là, c'est une ZAC en Île-de-France où ils ont fait 60 logements sur un demi-hectare, donc ils sont à 120 logements à l'hectare, et en fait, ils ont organisé le logement en périphérie de l'îlot. Le stationnement, il est géré sous le seul bâtiment collectif qui est présent sur le site, et vous voyez, c'est la ligne jaune verte que vous voyez. En fait, il y a une grande coulée verte qui est en cœur d'îlot pour maintenir du végétal. Donc, voilà un peu le type d'aménagement vers lequel il faudrait aller si vraiment on allait dans ce schéma-là. Et donc, ça nécessitera forcément un rapprochement avec la stratégie luxembourgeoise qui réfléchit déjà beaucoup à ses reconversions de friches, hein. Il y a Esch-Bellewalle, mais il y a aussi Metze-Schmelz, il y a Nez-Schmelz, il y a Terre Rouge. Donc, il y a beaucoup de friches aussi au Luxembourg qui sont en cours de réflexion.
et notamment le crassier de terre rouge, qui représente un peu quand même cette première ébauche de vision partagée entre la France et le Luxembourg, puisqu'il y a eu une étude urbanistique et juridique sur ce site-là, hein, dans lequel l'agence a été mobilisée, mais avec la Motte et un cabinet d'architectes au Luxembourg. Donc c'est vraiment les balbutiements. Et nous, en tout cas, nous, une proposition qu'on souhaitait faire, c'était comme on fait du co-développement sur la mobilité, bah, il faudrait peut-être mettre aussi le sujet des friches sur la table, mais les friches, tous usages confondus, parce qu'il y a aussi des friches qui n'ont pas vocation à être urbanisées. Il y a des friches qui ont vocation à être renaturées, mais qui participent au cadre de vie de l'ensemble de la population, frontalière comme non frontalière. Et ces réflexions-là sont en cours sur la frontière franco-genevoise où canton de Genève s'interroge sur l'opportunité de soutenir des opérateurs comme le PF local pour aller plus loin dans la reconversion des friches. Donc, c'est des axes qui sont intéressants en matière de coopération transfrontalière. Ensuite, sur la biodiversité, on s'interroge aussi si ce modèle de développement ne va pas amener une pression vraiment insupportable sur les milieux. Euh, Au-delà du réseau Natura 2000, ce qu'on a identifié, c'est que les trames vertes et bleues locales, en fait, elles révèlent un patrimoine écologique très riche, qui est transfrontalier et qui est interconnecté. Il y a un groupe de travail de la Grande Région qui a identifié des nœuds transfrontaliers, donc ils sont au nombre de 6 sur la frontière franco-luxembourgeoise. Et en fait, sur ces 6 nœuds, en fait, il y en a 3, hein, le 1, le 2 et le 3. En fait, ils sont interconnectés entre eux par une continuité écologique côté français. Mais seulement 2 bénéficie de systèmes de protection des deux côtés de la frontière. C'est le site La Sauvage, Belvaux-Rédange, hein, c'est le numéro 1 sur la carte. Et puis c'est la Moselle, près de Schengen, c'est le numéro 6. Donc on a que ces deux sites-là qui sont protégés des deux côtés de la frontière. Et nous, le regard qu'on pose là-dessus, c'est qu'en fait, le Luxembourg a un intérêt à ce que ces écosystèmes côté français sont en bonne santé, parce que comme ils sont connectés, du moins pour certains, aux écosystèmes luxembourgeois, ils sont importants, ils sont essentiels pour préserver les écosystèmes côté luxembourgeois. Et la question c'est, avec la pression qui s'exerce et qui s'exercerait, en tout cas dans le modèle de PDAT qui a été retenu, c'est quel devenir pour ces écosystèmes. Et donc, on pense aussi que la biodiversité, ça pourrait être aussi un axe de coopération et de co-développement, et pour lequel le Luxembourg aurait un intérêt à ce que les écosystèmes côté français soient en bonne santé. Ensuite, il y a la question de l'eau. Beaucoup d'interrogations, parce que des éléments de connaissance qu'on a d'une manière générale en France, c'est que la ressource en eau a baissé de 14% en 15 ans, et qu'on a des projections de débits estivaux à la baisse, et qui interrogent quand même sur des potentiels conflits d'usage, hein, entre la production d'énergie, la navigation sur la Moselle, l'activité industrielle, hein. L'automobile et les carrières ont été identifiés comme des activités industrielles vulnérables, hein, en cas de baisse de la ressource en eau. L'agriculture, aussi bien sur des questions d'irrigation, d'abreuvement, l'approvisionnement en eau potable. On a déjà l'Orne et l'Iron qui sont déjà considérés comme sous tension. Donc, on a déjà des problèmes sur la question de l'eau. Et puis, l'autre élément sur l'eau, c'est aussi la capacité des réseaux d'assainissement à absorber cette croissance qu'on a projetée, parce qu'on a un vrai risque de blocage du développement par le préfet avec des réseaux non conformes. Ça existe déjà. Notamment le préfet de Moselle, le préfet des Côtes-d'Armor ont déjà bloqué des projets pour des réseaux d'assainissement non conformes. Et donc, on va passer forcément par une phase de mise aux normes qui va demander des investissements considérables pour les territoires pour absorber, en tout cas, ce développement supplémentaire qui s'annonce. Ensuite, on a des interrogations sur la capacité des territoires à produire de l'énergie, parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a certains territoires qui atteignent un plafond sur l'éolien, soit parce qu'on est arrivé au développement maximal du potentiel, ou soit parce qu'on a des contraintes réglementaires diverses, hein. Euh, on a un recours à la biomasse qui est limité par la réglementation, notamment dans la limitation de l'utilisation de cultures alimentaires. Donc, on n'est pas sur un potentiel non plus indéfini. Et puis, on est quand même dans un contexte de tension future sur la ressource en eau. Et ça pose aussi des incertitudes sur les capacités réelles de la production d'hydrogène, notamment par électrolyse, qui demande de l'eau. Donc voilà, donc on a beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais en tout cas,
on a ces inquiétudes-là. Et puis, au niveau des déchets, on a une hausse attendue du volume de déchets à traiter, hein, d'une part parce qu'on a une croissance démographique, mais aussi parce que le Grand Est importe beaucoup de déchets du BTP depuis le Luxembourg, hein. Euh, les déchets du BTP du Luxembourg, c'est 70% des déchets importés dans les départements 54, 55, 57. Donc c'est vraiment significatif. Et dans un contexte de double développement, à la fois du Grand-Duché et puis développement côté Nord-Lorrain, qu'est-ce que ça va donner au niveau de la gestion des déchets? Et puis, alors l'autre élément, c'est qu'on a aussi, au niveau des limites, c'est qu'on a des ambitions de redéveloppement et de relocalisation, enfin de réindustrialisation et de relocalisation et de nouvelles filières sur nos territoires nord-lorrains qui développent. Donc il y a une vraie volonté d'avoir des stratégies de développement endogènes pour réduire cette dépendance à l'économie luxembourgeoise. On a plusieurs projets de réindustrialisation. On a la démarche territoire d'industrie. On a des projets, bon, Carbios, c'est un peu en difficulté, mais on a aussi projet Europort, et qui mettent en avant les atouts du Nord-Lorrain. Le Nord-Lorrain, on est quand même un territoire qui est sur le corridor entre Rotterdam et la Méditerranée. Donc, c'est un corridor qui est de niveau européen. On a une proximité de hubs logistiques qui sont importants. On a le port sec d'Attu, il y a la plateforme fer de Bétambourg, on a le port de Mertert, on a aussi les ports lorrains et on a le Findel qui est le cinquième aéroport européen pour le fret. Donc on a quand même beaucoup de grandes plateformes logistiques qui sont intéressantes pour de l'activité économique. On a plusieurs projets de décarbonation autour de l'hydrogène, H2V Thionville, Mirabel, Mosaïque. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas un expert de ces projets. Et on a aussi une activité de recherche autour de l'hydrogène, autour de l'IUT de Longwy. Donc on a aussi quelque chose comme ça, une dynamique autour de l'hydrogène qui se met en place. Et puis, on a de nouvelles filières qui mériteraient d'être soutenues. Par exemple, le tourisme durable. On a un projet Interreg autour du vieux métier d'Azan qui va proposer une immersion dans la vie rurale du 19e siècle. Et puis, on a aussi des sujets autour de la régénération des espaces urbains et où il y a un vrai intérêt à s'inspirer de la démarche Luxembourg in Transition. Alors, c'est les deux illustrations que vous voyez. Alors, on voit pas très bien, mais je ne sais pas si vous voyez ma souris. Mais en fait, ici, au milieu, donc le bâtiment historique, c'est des garages. Et en fait, dans la démarche Luxembourg in Transition, ils ont identifié que dans un contexte de décarbonation avec moins de place dédiée à la voiture, en fait, ces espaces-là pourraient être récupérés soit pour faire des très petits logements pour des ménages d'une personne, soit des tiers-lieux pour lancer une petite activité artisanale ou des choses comme ça. Donc voilà, donc il y a toute une série comme ça d'idées, de philosophies, en tout cas, qui nous paraissent hyper intéressantes pour contribuer à la décarbonation du versant français de cette métropole transfrontalière. Et là aussi, c'est peut-être aussi une piste en matière de co-développement, de soutenir la décarbonation dans le Nord-Lorrain, parce que ça participe à la décarbonation de la métropole transfrontalière de Luxembourg. Alors, j'arrive au bout. Donc, notre travail, donc c'est vraiment une approche des limites du Nord-Lorrain. C'est vraiment exploratoire. On s'y est risqué, mais qui vise à montrer en fait le gouffre qui existe aujourd'hui en matière de coordination sur la planification et tout le chemin qui reste à parcourir. Euh, L'autre élément important qui ressort de notre travail, c'est qu'aujourd'hui, on a une volonté systématique des territoires, en tout cas des territoires du Nord-Lorrain, de sortir de cette image de territoire dortoir et qui veulent associer aujourd'hui une croissance démographique avec une dynamique endogène. Euh, on s'est rendu compte aussi, par les exercices de planification collective, aussi bien dans les PLUI, dans les SCOT, que cette démarche de planification collective, elle permet d'identifier aujourd'hui des atouts collectifs, des potentialités, des interdépendances entre des territoires ou des collectivités qui ne se parlaient pas forcément par le passé. Et on se dit, peut-être naïvement, mais que ce qui marche à l'échelle d'un SCOT ou d'un PLUI, eh ben, pourrait peut-être marcher à l'échelle transfrontalière et d'identifier aussi de manière collective tous ces atouts et ces potentialités, ces interdépendances, pardon. Parce qu'aujourd'hui, nous, on en est persuadés, on vit ce qu'on appelle une crise de l'aménagement, et que cette crise de l'aménagement, aujourd'hui, elle dépasse de loin les débats qu'on peut voir entre compensation financière et co-développement.
qui d'ailleurs pour nous, elles ne s'opposent pas, ce débat-là, ils sont complémentaires et c'est des outils qui peuvent permettre de répondre à cette crise de l'aménagement. Et on est également persuadé que seule une planification, mais qui serait vraiment transfrontalière, permettrait de répondre à l'ensemble des enjeux. Ils sont considérables, friche, biodiversité, eau, décarbonation. Ce que je vous ai présenté là, ce sont que quelques jalons. L'aménagement du territoire se limite pas à ça, mais on voit déjà que sur ces euh, quelques thèmes, on voit déjà qu'on a des enjeux immenses et que le préalable, c'est de passer par au moins un modèle de projection commun, de savoir d'aller tous dans la même direction et d'aller vers des scénarios de développement qui soient acceptables et qui soient partagés. Voilà, moi j'en ai fini, donc la parole est à vous, ceux qui souhaitent réagir ou si vous avez des questions. Oui, ben déjà bonjour à tous, hein, puisque mon micro a été coupé, donc j'ai pas pu vous saluer. Juste une question à Michael, il me semble qu'il manque quelque chose quand même, puisque dans ton approche des besoins en logement, tu prends effectivement le renouvellement de la population, la croissance endogène, tu prends effectivement aussi en compte les besoins en actifs frontaliers, mais j'ai l'impression qu'on voit arriver sur le Nord-Lorrain un phénomène qui n'existait pas il y a 4 5 ans, c'est-à-dire les vrais luxembourgeois, les résidents luxembourgeois qui, face à la crise du logement au Luxembourg, s'accaparent ou sont même prédateurs, je dirais, de foncier et d'immobilier sur le Nord-Lorrain. Et ça, c'est un besoin qui, qui apparaît et qu'on n'a pas pris du tout en compte dans nos documents de programmation et de planification. Alors, ils sont un petit peu pris en compte parce que, en fait, ce flux résidentiel depuis le Luxembourg, il contribue en partie à l'augmentation des frontaliers. Donc, c'est indirectement pris en compte. Après, dans le détail, on n'a peut-être pas tout le besoin, c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment déjà d'avoir des grands ordres de grandeur et pas d'aller sur un besoin en logement vraiment détaillé. Mais aujourd'hui, effectivement, on a une partie de la croissance des frontaliers qui sont en fait des résidents qui viennent depuis le Luxembourg. Et, euh, et effectivement, ce flux-là, on a des incertitudes sur comment il va évoluer dans le temps. Pour l'instant, il augmente, mais est-ce qu'il va accélérer? Est-ce qu'il va ralentir? Bon, c'est toujours le problème de la projection. Donc, effectivement, on en a une petite partie qui est prise en compte et certainement il en manque. Alors, on avait Xavier Laborde, j'ai vu qu'il Ouais, avait levé la main. ouais. Donc, moi, je vous remercie pour cette étude, hein, dans la continuité des précédentes, pour alerter sur les limites au développement du Nord-Lorrain. Moi, je voudrais intervenir aussi sur les questions démographiques, mais alors dans l'autre sens. C'est-à-dire que le ratio, combien faut-il d'habitants supplémentaires pour avoir un frontalier supplémentaire, me semble déterminant en termes de planif quand on fait des projections. Et j'ai regardé le ratio. Il me semble qu'il a baissé. Il y a quelques années, il me semblait qu'on était à 2 habitants supplémentaires pour un frontalier. Et en regardant les ratios bon, pour tous les EPCI du Nord-Lorrain, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est d'étonnant. C'est que, enfin, d'étonnant, pas tant que ça. C'est que le ratio, par exemple, sur le pays au Val d'Alzette, il est à 0,75. Il y a les actifs augmentent plus vite que la population. Et pourquoi? C'est que j'ai observé qu'il y a un départ des retraités dans tout le Nord-Lorrain. La part des plus de 75 ans, parce que là on arrive à le voir, mais ça commence sûrement avant, diminue. Et même le nombre des plus de 75 ans diminue aussi dans beaucoup de PCI du Nord-Lorrain. Et ça, je pense que c'est un phénomène à prendre en compte. Et c'est logique, parce que ceux qui sont venus pour prendre un emploi au Luxembourg arrivent à la retraite, logiquement, ils vont repartir. Donc c'est quelque chose. Alors ça complexifie. Ça va à l'inverse de ce que vous êtes en train de dire, en disant on va peut-être pas avoir besoin d'autant de population pour produire le nombre de frontaliers requis au niveau du Luxembourg. Par contre, ça augmente effectivement d'intégrer cette paramètre-là, ça augmente effectivement les perspectives de développement des frontaliers sur tout le Nord-Lorrain. Alors, Donc, question, est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré, pris en compte alors, et que vous avez anticipé? alors non, c'est pas quelque chose qu'on a pris en compte parce que
on est sur une projection qui repose vraiment sur du tendanciel, hein. On a pris les, on a pris les, comment, on a pris les tendances récentes. On a dit, voilà, si on continue, on regarde en fonction des ratios actuels. Et moi, je peux pas aller aussi loin parce qu'on a aussi nos propres limites à la GAP. On a des limites en termes de ressources humaines et de ce qu'on est capable de produire. Mais l'idée, c'était déjà d'alerter, de sensibiliser sur déjà le modèle actuel, même à grands traits, qu'est-ce qu'il implique. Et on voit bien que l'idée, c'était surtout d'alerter sur le fait que on allait avoir besoin d'actifs supplémentaires, à la fois pour répondre aux besoins de l'économie qui sont besoin et répondre à notre propre besoin. Et aujourd'hui, c'est difficile à estimer parce que je sais qu'on a déjà échangé là-dessus, mais ce qu'on voit arriver, c'est qu'on a aussi des territoires aujourd'hui qui n'ont pratiquement plus de marge pour fournir des travailleurs frontaliers autre que d'attirer des actifs de l'extérieur. Je prends la CCPHVA, Catnum, c'est des territoires alors Catnum qui frôle, et la CCPHVA, je pense ça y est, ils ont dépassé les 80% de frontaliers. Donc ces territoires-là, on sait pertinemment et qu'un tel territoire, intellectuellement, c'est impossible à envisager qu'un territoire fournisse 100% de frontaliers. En tout cas, une interco, elle fournira pas 100% de frontaliers. Donc on voit bien qu'à un moment, ces territoires-là, il y aura plus de marge de manœuvre autre que d'attirer une population supplémentaire. Il y a des territoires qui sont un peu plus loin de la frontière qui, eux, ont encore une marge. Donc, et toute la question est, mais où est la limite? Où est la limite? Une agglo comme Thionville, elle atteindra peut-être pas sa limite et peut-être pas 80 ou 85 ou 90% de frontaliers. Elle est peut-être plus basse parce que c'est un pôle d'emploi. Pareil pour l'agglomération de Longwy. Donc, on a pris des hypothèses, d'essayer de voir aussi de ça, c'est-à-dire à un moment, quand est-ce que ces territoires-là, ça va saturer? Parce que quand ça va saturer, bah, effectivement, le seul moyen de fournir des actifs supplémentaires pour l'économie luxembourgeoise et pour notre propre économie, ça va être de faire venir des populations. Voilà. Donc, et effectivement, le phénomène de départ des plus de 75 ans qui sont remplacés par des actifs, ça joue. Mais là, il faudrait prendre le temps d'aller encore plus loin. Et nous, on n'avait pas ce temps-là, en tout cas au niveau de nos ressources humaines, quoi. Voilà. Ça veut dire que le sol migratoire est sous-estimé en fait. Parce qu'en fait, c'est une résultante entre des gens qui arrivent et aussi des gens qui partent. Et en fait, l'attractivité du Luxembourg est peut-être pas, peut-être sous-estimée quand on regarde juste le sol migratoire. Bah, ce qu'on sait, c'est que déjà, le problème des projections de l'INSEE sur nos territoires, c'est qu'elles surestimaient en fait le départ vers l'étranger de population, puisqu'ils ont appliqué un ratio national. Et on n'a pas, en fait, ça annulait l'effet du solde migratoire. Donc, en fait, c'est pour ça que la correction de l'INSEE est un peu plus proche. C'est parce qu'ils ont corrigé ce biais-là. Et effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas, je le vois sur les deux Scots, c'est qu'on a un solde migratoire recensement après recensement sur la période des 5 dernières années qui tend à s'intensifier. Donc effectivement, on est sur un solde migratoire qui s'intensifie à l'heure actuelle et d'où l'intérêt d'avoir des exercices de projection démographique qui prennent vraiment les tendances les plus récentes et qu'aujourd'hui, on peut plus nous planifier avec un modèle ONFAL qui a 10 ans, quoi, qui prend une période de référence trop loin. Aujourd'hui, vous prenez le modèle ONFAL, la base, c'est 2018, on est en 2022, et sur nos territoires, entre 2018 et 2022, le solde migratoire, il s'est intensifié, et donc les hypothèses, forcément, elles sont faussées dès le départ. On avait Alain Casoni qui souhaitait... Bonjour. Enfin, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère. Euh, alors, déjà, merci pour le travail, hein. Euh, toutes les projections là, que vous venez de rappeler, d'exposer sont particulièrement intéressantes et effectivement, elles mettent l'accent sur les problématiques qui sont posées par le développement du Grand-Duché. Mais j'aurais tendance à dire que la focale que vous faites sur la totalité du territoire nord-lorrain, elle est intéressante, mais elle pose un problème. C'est que les difficultés que vous évoquez, les risques
sur lesquelles vous mettez l'accent, euh, ces problématiques-là, en tout cas ces risques-là, ces difficultés-là, elles cachent, enfin, c'est pas qu'elles cachent, mais elles ne prennent pas en compte les problèmes qui se posent d'ores et déjà sur un certain nombre de territoires, sur un certain nombre de communes. Par exemple, bon, on entend beaucoup parler le maire de Metz qui s'approprie la problématique du transfrontalier, mais à Metz ou sur l'eurométropole de Metz, la part des frontaliers dans la population active, elle représente à peine 10%. Alors que d'ores et déjà, sur des communes, bon, la commune que je connais un peu le mieux, la commune de Villerue, la part des frontaliers dans la population active, c'est pratiquement 80%. Si on prend Rédange, par exemple, la part des frontaliers dans la population active, c'est 95, au moins 95% il y a ne serait-ce que quelques années. Ça doit être encore plus, on doit avoisiner on doit tutoyer les C'est bientôt 100% 105%. aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, la question des moyens à consacrer à l'accompagnement de ces communes, elle se pose à l'échelle du territoire nord-lorrain de façon importante avec les perspectives que vous avez développées et de façon très fine, mais elle se pose déjà, d'ores et déjà, sur les communes qui sont les plus proches du Grand-Duché. J'évoquais l'exemple de Villerue où plus de 80% de la population active travaille de l'autre côté. Mais en plus, sur Villerue ou sur le territoire de la CCPHVA, on a les projets enfin les projets, c'est plus que des projets, il y a les constructions qui sont en cours portées par l'établissement d'aménagement Alzette Belleval et qui vont faire, par exemple, faire passer Villerue de 10 000 habitants à 15 000 habitants dans les quelques années à venir, avec toutes les problématiques que vous évoquez en termes de, de charges de résidence pour les communes, en termes de moyens à mettre en place pour l'enseignement, pour la sécurité, pour les loisirs, pour la prise en charge des familles nouvelles qui vont arriver. Et ces problèmes se posent d'ores et déjà aujourd'hui, des problèmes auxquels les communes ou la communauté de communes n'est pas en capacité d'apporter les réponses nécessaires pour que les gens qui viennent ici vivent dignement ou en phase avec leurs aspirations. Et tout ça, non pas par un manque de volonté politique, mais par la question des moyens dont les communes ne disposent pas, parce que l'équation qui fait que les charges d'un côté et les ressources de l'autre, les moyens financiers de l'autre, voilà, ce constat-là, il, euh, il génère aujourd'hui de plus en plus de difficultés et il en générera au regard des projections que vous avez faites de plus en plus dans les années à venir. Je pense qu'il aurait peut-être été intéressant de, de, de- d'apporter un élément supplémentaire sur le constat de la situation d'aujourd'hui, au moins pour les communes les plus proches de la frontière. Alors, euh, alors, vous avez parfaitement raison sur le constat qui est fait. C'est des constats qu'on n'ignore pas. On ne les a pas plus détaillés que ça dans la publication parce que vraiment, ce qu'on voulait faire, c'était essayer de permettre aux élus, aux techniciens de visualiser ce que veut dire la stratégie PDAT, les impacts, en fait, d'essayer d'imaginer les impacts sur le versant nord-lorrain et d'anticiper parce que on voit bien que tout le monde a été pris de vitesse par la croissance du Luxembourg depuis 30 ans. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de mettre des choses sur la table pour essayer de justement de pas être pris de vitesse et d'anticiper tout ça. Et parce qu'on voit vraiment aujourd'hui que, ne serait-ce que pour permettre à des territoires d'avoir un scénario de développement un peu ambitieux, en fait, c'est déjà très compliqué de le justifier. On voit bien aussi aujourd'hui qu'il y a aussi un phénomène
d'acceptation qui est de plus en plus remis en cause par la population, hein, les différents recours contre les documents d'urbanisme, et d'une manière générale, hein, parce qu'on voit aussi des Scots en Bretagne qui tombent pour les mêmes raisons, hein, des objectifs démographiques qui sont pas forcément acceptés, etc., etc. On pouvait pas aller plus dans le détail, mais je vous rejoins complètement dans l'intervention qu'on avait fait au séminaire de l'Institut de la Grande Région, donc vraiment sur le logement. J'avais pu plus insister sur ces difficultés-là qui sont déjà là et qui effectivement se posent pas de la même façon à Metz qu'à Villerue, où il y a vraiment des effets locaux. Parce que vous avez évoqué les équipements et tout ça, mais on pourrait parler aussi des problématiques de stationnement qui Oui. concernent des stationnements de véhicules d'entreprise qui concernent moins la ville de Metz que la ville de Villerue ou même l'agglomération de Longwy. Mais on pouvait pas aller aussi loin, en tout cas dans le travail qu'on avait. Voilà. Vincent Grosse. Merci de donner la parole. Je suis là aujourd'hui non pas comme Sion Lorrain, mais une vie antérieure, mais je suis du conseil de développement de Metz. J'ai peut-être plusieurs remarques à faire. D'abord, je me félicite qu'enfin on mette sur la table l'ensemble de problématiques au sens large et non pas sur des problèmes très particuliers de savoir comment je vais avoir ma ressource fiscale. Deuxièmement, je constate qu'on est devant un certain nombre de paradoxes. Le problème, c'est celui des actifs, puisque d'une part, on dit que la moitié des friches doit faire le développement endogène ou exogène, c'est-à-dire créer de l'activité, mais si on n'a pas d'actifs, l'activité ne se créera pas. Ce qui en fait, pose un problème aussi sur la stratégie globale de développement économique du territoire lorrain par rapport à ça. Je constate aussi que le périmètre qui est posé sur la table, à mon avis, devrait être un peu élargi, notamment sur les problèmes des flux. On voit bien que sur la partie, rien que sur la partie transport ferré ou autoroute, on concentre tout sur l'augmentation du tuyau central. Et que pour la première fois, là, je vois qu'on aborde le fait d'avoir des accès par la périphérie, ce qui me semble quelque chose de plus intéressant et de plus facile à mettre en œuvre. Je pense aussi que si on regarde les problématiques temporelles, on est aussi face à une situation qui est de distorsion entre petites communes frontalières et métropole, entre guillemets, si on peut appeler ça métropole, Messine ou autres, qui ont des problématiques différentes et qui vont aujourd'hui se heurter dans une gouvernance qui n'existe pas. On le voit bien déjà sur l'OREM, le réseau express, ou le service express de transport régional. Le problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de gouvernance. Donc on s'éparpille dans des micro-projets où chacun va de son côté. Et on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire que si on n'a pas une gouvernance qui se met en place avec Luxembourg sur un problème global, on va dans le mur. Et ça pose la question aussi du rôle de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation d'atomisation complète de la puissance publique et de la politique sur le territoire national. On n'est pas dans un problème de Milton, on est un problème d'atomisation. Et que tout le monde s'occupe de tout et personne n'est responsable de rien. Donc, la question est de savoir qui peut reprendre le leadership là-dessus. Et ça pose une question, à mon avis, majeure. Et enfin, je terminerai par dire qu'il faudrait qu'on détermine aussi le périmètre, entre guillemets, c'est pas un périmètre avec administratif, mais le périmètre fonctionnel de la métropole que l'on considère transfrontalière. Est-ce que c'est Luxembourg plus le Nord-Lorrain, Luxembourg jusqu'à Metz, Luxembourg jusqu'à Nancy? Parce que si on va dans des problématiques de recherche, notamment sur l'hydrogène ou sur des autres activités, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe juste en dessous à 25 km. Notamment sur les réseaux européens d'hydrogène qui passent forcément par Metz et qui impactent Nancy sur les problématiques de stockage. Donc voilà quelques remarques au passage, un peu ébouriffées, mais je me félicite déjà que le problème soit posé de manière claire et de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire une gouvernance qui prend en compte les disparités des uns et des autres, problématiques différentes, et enfin sur la problématique qui est que finalement, on voit bien que quand le besoin évolue beaucoup plus vite que l'offre, on est forcément dans une accélération du gouffre. Et donc, il faut reprendre la main et dire voilà ce qu'on veut comme sur le territoire, et ensuite mettre les moyens, parce que justement, on court en permanence derrière la solution à court terme. Merci. Alors, je vais juste apporter une précision sur la question du périmètre, hein. C'est une question purement pratico-pratique, en fait. C'est que moi, Oui, j'ai une lettre de mission et donc nous, c'est sur le périmètre d'observation je sais, je sais. de l'agence. Mais effectivement, se pose la question de jusqu'où Effectivement, je prends on mesure les effets. Mais moi, je suis limité par, bien sûr. par
je vois que les Vincent, éléments qu'on me donne. la Voilà. remarque qui est faite sur le positionnement de Metz par rapport à l'ensemble du système, tout à fait pertinente. Et la semaine prochaine, il y a justement le Sylvain qui fait avec les agences un séminaire sur la gouvernance de l'eau, qui me semble être particulièrement intéressant parce que ça aborde un problème qu'il faudra prendre en compte et un problème, là, ça doit l'aborder de point de vue global. Tout à fait. Merci. Thierry Engen. Oui, bonjour à tous. Merci, Michael, déjà pour cette belle étude. Je suis venu un peu plus tard à cause de notre réunion. J'aimerais aussi réagir. Donc, tu as plusieurs fois, tu as donc précisé qu'il y a vraiment besoin d'une planification transfrontalière entre la France et le Luxembourg. Et c'est en fait aussi une volonté luxembourgeoise de notre PDAT. On a aussi donc inscrite la planification avec les pays voisins comme priorité politique. Et dans ce contexte aussi, avec les collègues de l'État français, on a préparé une déclaration d'intention pour donc mettre en place une stratégie commune d'aménagement de territoire entre nos deux régions, donc le nord, surtout le nord Grand Est, Lorrain, Luxembourg. Et il reste encore à clarifier. Des groupes de travail seront mis en place prochainement. Et je pense aussi on va revenir dans ce contexte aussi vers la GAP ou la GRAM pour aussi coopérer, pour aussi, grâce à vos connaissances très élaborées, pour arriver à terme peut-être en 1 ou 2 ans vers une stratégie commune pour mettre en place par après aussi des projets cofinancés, les cas échéants. Merci à toi. Merci Thierry. Alors, je vois plus de main levée. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir? Euh, Michael, il y a aussi une question dans le Ah, chat. Oui, c'est moi qui l'ai posé, mais je peux. Claude Bossec, hein, je suis le vice-président aux finances de la CCPHVA et forcément, nous avons la compétence habitat et je me pose la question depuis maintenant plusieurs années où j'ai posé à différentes reprises le côté employeur luxembourgeois qui ne cotise pas finalement. Et la question, hein, c'est pour sécuriser le financement des logements destinés aux travailleurs transfrontaliers. Il est juste que les entreprises luxembourgeoises contribuent via une cotisation portée leur participation patronale à l'effort de construction pour les salariés vivant en France. Les fonds devraient être strictement fléchés sur les EPCI, hein, et la réelle question derrière tout ça, c'est qu'en France, on a cette cotisation. Nous, enfin, les employeurs ont l'obligation finalement de s'assurer que leurs employés aient la capacité de se loger. Et le Luxembourg, les entreprises luxembourgeoises se dédouanent complètement parce que lorsqu'elles arrivent à prendre la main-d'œuvre luxembourgeoise, française, pardon, au Luxembourg, eh ben, elles se dédouanent complètement de cette cotisation. Et je pense que l'UL devrait être sensible à ça. Moi, j'en avais déjà parlé à Reckinger. Il n'était pas contre ce sujet. Et je pense que ça aiderait. Alors, je vous donne juste un exemple financier et je le monétise. 55 000 € par an de moyenne brute, le salaire moyen au Luxembourg. 120 000 aujourd'hui transfrontaliers français. Vous faites un calcul, ça fait à peu près dans les ordres de 60 millions. Je l'ai fait pour la CCPHVA. Donc, j'ai fait un petit zoom sur la CCPHVA. À peu près 10 000 transfrontaliers qui travaillent de l'autre côté de la frontière. À raison toujours d'1% hein, de ces 55 000 € annuels bruts, ça ferait un peu plus de 5 millions qui seraient reversés finalement à nos communes qui aujourd'hui sont dans des incapacités d'équilibrer correctement le budget, si ce n'est que celui d'augmenter les taxes foncières. Et je crois qu'on est arrivé au bout du bout sur ces taxes foncières. Donc on est pieds et mains liés finalement à trouver maintenant des solutions pour pouvoir améliorer nos conditions d'équilibre budgétaire. Et encore une fois, à juste titre, on n'est pas là en train de spolier l'argent du Luxembourg. C'est un juste retour que tout employeur doit apporter comme brique servicielle à ses employés. Et je termine simplement pour pas être trop lent sur le sujet. Encore une fois, quand moi je regarde un petit peu tout ça, chaque fiche, alors
En France, cotisation patronale, selon les conventions collectives, on tourne entre 1,50 et 1,55. Au Luxembourg, on est aux alentours de 1,13, 1,14. Donc, ça ne va pas changer le cours de l'existence d'une entreprise luxembourgeoise compte tenu de la faible, aujourd'hui, contribution sur les charges patronales. Donc, on met en difficulté personne. Alors, je sais bien que c'est ce système qui va permettre de redonner finalement la justice financière à ceux qui contribuent à la brique servicielle du logement transfrontalier doit être, à mon avis, entendu. Voilà, j'en ai terminé sur le sujet. Merci. Bon, moi, j'ai pas spécialement de réponse à vous apporter, hein, parce que on touche encore à la question fiscale et malheureusement, on sait très bien que ça se joue d'État à État. Donc moi, je n'ai pas spécialement voilà, d'éléments à apporter là-dessus. Je peux juste vous inviter à faire remonter ces questions-là au comité consultatif franco-luxembourgeois, qui est le groupe de travail qui est piloté par la préfecture de Moselle et qui prépare en fait les conférences intergouvernementales. Voilà, c'est le seul levier que je peux vous indiquer. Vincent Grosse. Je vais rajouter une petite remarque par rapport à ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que la population d'actifs qui a alimenté l'ensemble du constat qu'on vient de voir, elle va aussi changer fortement parce qu'avant, on prenait essentiellement des actifs qui étaient localement stables sur un territoire et quand ils partent en retraite, ils restaient plus ou moins sur le territoire. Alors que là, on va s'adresser à des gens, il va falloir attirer, et donc ils vont venir consommer le territoire, ils vont venir et repartir. Je pense qu'il faut aussi anticiper l'étape suivante, c'est-à-dire le redépart. C'est un peu la même chose que ce qui a été dit à l'instant sur les départs, sur les personnes plus âgées. Donc, on va créer un flux entrée-sortie, ce qui va être obligatoirement différent en termes de gestion par rapport au flux actuel, qui est essentiellement utiliser la main-d'œuvre locale sur ce sujet. D'autre part, on va aussi changer ça, il va aussi avoir des changements dans la répartition, tel qui a été mentionné, sociale sur les territoires en termes d'habitat. Et ça, notamment Metz, je pense que les autres sont pareils, mais je parle pour Metz, va devoir l'intégrer, parce qu'on va créer des fractures, des tensions sociales et des relocalisations territoriales des populations en termes d'habitat. Je pense qu'il faut être attentif à ces deux phénomènes. Je voudrais prendre la parole, mais je n'ai pas trouvé la petite main. Je peux y aller? Allez-y, François. Vincent, tu as fini? De réagir. Ouais. Bonjour à tous. D'abord, merci aussi pour cette étude de la GAP qui est vraiment très complète. J'avais une remarque à Monsieur Bossec. Votre calcul, c'est pas 6 millions, c'est 6 milliards 6. Bon, mais je pense que vous le saviez. Et c'est quand même un petit peu différent. Moi, j'avais une remarque par rapport à l'approche. Alors là, on me demande de confirmer un truc, enregistrer, annuler, voilà. La GAP fait une approche par les besoins. Et vous faites une approche, si j'ai bien compris, sur la base d'une croissance de 4,5% du PIB annuel. C'est bien ça, Michael, voilà. Jusqu'à l'horizon 2040, c'est bien ça. Bon. 2060, hein, c'est 2060. c'est le scénario du PDAT en fait. Oui, voilà. Or, c'est vraiment, c'est surréaliste, quoi. C'est vraiment pas raisonnable. D'ailleurs, IDEA avait fait une étude de son côté sur la base donc d'une croissance, je vais la retrouver, de 2,8% l'an, et on faisait des projections sur effectivement les besoins, notamment en termes de nombre de frontaliers. Nous, vous le trouverez pour ceux qui s'intéressent dans le livre blanc qu'on vient de publier sur notre site ADF. On a repris cette étude d'IDEA pour, à travers une approche par les capacités actuelles des territoires nord-lorrains à produire du logement. Voilà. C'est simple. Et en prolongeant des tendances qui, au moment de notre étude en 2023, n'avaient déjà plus cours, c'est-à-dire en imaginant que l'horizon 2030, on a travaillé à l'horizon 2030, la croissance des Belges et des Allemands frontaliers était la même que les années précédentes. Or, vous le savez tous, elle est en régression. Bon. Et donc, dans notre hypothèse, on a presque 20 000 frontaliers de Belgique et d'Allemagne
qui viennent en fait tarir un petit peu les besoins côté français, ce qui est faux. Alors, je vous passe les détails, mais je vous renvoie à cette étude. Pour nous, ça amène à une croissance du PIB de un peu moins de 1% par an à l'horizon 2030 pour Luxembourg, et limitée par les facteurs exogènes qui rencontrent sur les territoires frontaliers. Et je pense que c'est le cœur du problème. C'est que 54% des frontaliers, enfin, 54% de la main-d'œuvre productive du Luxembourg est frontalière, française, belge, allemande. La main-d'œuvre productive. C'est un peu moins de 50% si on compte tous les fonctionnaires luxembourgeois. Mais eux, ils ne produisent pas du PIB. Enfin, ils en produisent évidemment dans le chiffre, mais ils ne produisent pas de la richesse. Bref. 54%. On a affaire à des entreprises au Luxembourg qui considèrent que 54% de sa main-d'œuvre ne mérite pas d'être prise en compte, prise en charge. Monsieur Bossec l'évoquait sur le logement, mais quels que soient les besoins, Alain Casoni les a rappelés tout à l'heure. Et en fait, il y a 54% de la capacité productive du Luxembourg qui est une force exogène. Non, mais on parlait d'un paradoxe tout à l'heure avec Vincent, mais c'est quand même incroyable. Imaginez une agglomération d'un million 200 000 habitants, c'est finalement la surface transfrontalière de Luxembourg, qui se foutrait complètement de savoir ce que devient 54% de sa main-d'œuvre. Or, c'est ça, c'est ça le fond de la question. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se résoudre à ce choix luxembourgeois de dire on ne s'occupe pas de vous, débrouillez-vous. On parlait tout à l'heure d'effets proportionnels. Monsieur Bossec disait finalement ça ne représente pas grand-chose pour les entreprises. Mais inversement, à la Genevoise, évoqué tout à l'heure par Alain Casoni, sur les territoires frontaliers nord-lorrains, ça représente 270 millions d'euros par an. Ce qui veut dire que sur 10 ans, c'est plus de 3 milliards d'investissements. Croyez-moi, ça se verrait un petit peu, je vais y revenir. Et ça représente moins de 1% du budget de Luxembourg, qui est de 30 milliards. Donc, si vous voulez, il y a des rapports proportionnels. On se dit finalement pourquoi est-ce qu'un État ne veut pas mettre 1% de son budget pour s'occuper de 54% de sa population productive. Cet État, le Luxembourg, nous dit non, ça ne nous intéresse pas. Si cet argument-là ne les convainc pas, aucun argument ne peut les convaincre. Donc, ça n'arrivera pas. Et moi, je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on travaille sur où on va à ce rythme-là, ensemble avec le Luxembourg. On voit bien, la croissance n'est plus là, la croissance des frontaliers va se tarir tout doucement, mais Monsieur Engen disait tout à l'heure qu'on va mettre en place des procédures, des schémas d'aménagement. Moi, je suis urbaniste aménageur, c'est mon métier. Je vous rappelle, et je me tourne là aussi vers André Corzani, maire de Geuf, qui lui se confronte depuis longtemps à une réhabilitation de friches. Il sait le temps qu'il faut entre une décision politique de dire on y va, trouver les moyens budgétaires, je vais y revenir, et 25 ans après, on en est où? Bon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Alain Casoni l'a rappelé, les collectivités n'ont pas les moyens. Elles sont en fait privées des moyens que versent habituellement les entreprises sur les territoires où elles se trouvent parce qu'elles sont à Luxembourg. Bien, c'est les 270 millions d'euros par an que j'ai évoqués. Est-ce qu'elles ont les moyens de se dire, je vais faire une zone d'aménagement concerté, un programme d'aménagement d'ensemble sur la friche de Senel? Non. Et que fait le maire de Senel? Il dit, ben, je vends le terrain. À qui? À un promoteur qui vient d'où? De Luxembourg. Est-ce que la friche de Senel, qui est devenue une friche en 98, est en 2025 autre chose qu'une friche? Non. Donc, c'est pas seulement la question de savoir si on a les moyens, c'est qu'il faut des politiques. Et pour mettre des politiques, il faut des budgets. Et jamais, jamais, vous ne verrez un politique dire j'y vais sans savoir avec quels moyens il va y aller. Et M. Bossec l'a rappelé, il n'a juste pas les moyens. Donc maintenant, euh, il faut tirer les conclusions de ce choix de Luxembourg. C'est un partenaire, le Luxembourg. C'est pas juste un punching ball de temps en temps quand on dit, bah ouais, mais ils sont pas d'accord, ils devraient être d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Bon, ben, donc acte. Et on en est là. On en est là aujourd'hui parce que moi je pense qu'effectivement, on n'arrivera pas à faire plus que ce qu'on a fait ces dernières années en termes de production de logements. Il n'y aura pas d'accélération du nombre de frontaliers venant de France. Même si, il y en a de plus en plus qui viennent de Luxembourg, ça reste des frontaliers dans les chiffres. D'ailleurs, ils viennent en déduction du nombre de résidents actifs au Luxembourg, qui est lui aussi en stagnation actuellement au niveau des résidents étrangers, parce qu'en fait, ils passent la frontière pour revenir chez nous. Bon. Donc, on peut tourner le problème dans tous les sens. Tant que le Luxembourg ne prend pas une initiative significative, il ne se passera rien.
Et moi, je pense qu'il faudrait maintenant on se penche, je me permets de le dire à la GAP, vraiment sur une étude à partir de l'analyse de notre croissance à travers les capacités et les regarder par le menu. Et si la GAP trouve un EPCI capable d'investir une friche avec les moyens qui sont les leurs, vraiment, faites une publication sur le sujet, parce que vous ne les trouverez pas, parce que ça n'existe pas. C'est ça la réalité. Et c'est ça que le Luxembourg ne veut pas entendre. On lui dit depuis 20 ans. On va lui dire encore pendant 20 ans, mais ça ne sert plus à rien. Donc maintenant, je pense qu'il faut passer à autre chose et il faut effectivement s'occuper de savoir comment on passe la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de la décroissance. Il faut arrêter de courir après des chimères, ça n'arrivera pas. On est dans une phase de décroissance du Luxembourg avec le Nord-Lorrain. Voilà, c'est un fait. Et il faut s'y préparer et mettre en place des politiques publiques pour accompagner tout ça. Et il faudra des moyens du Luxembourg pour l'accompagner. Si le Luxembourg ne met pas non plus les moyens là-dessus, ben, il se passera encore moins que rien. Voilà ma conviction. Si je peux répondre à Monsieur Rice qui vient de faire un brillant exposé et il n'y a pas l'épaisseur d'un trait qui nous sépare avec les conditions qu'il vient de dénoncer. En revanche, je parlais de 1% la cotisation. Et vous parlez de la totalité de la somme. Et je suis d'accord qu'elle est à 6 milliards, mais si vous prenez 1% de ces 6 milliards 6, c'est bien 66 millions qui revient au terme des cotisations. C'était simplement une précision, mais en tout cas, merci pour votre intervention, parce qu'encore une fois, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous venez d'évoquer. Voilà, c'était une précision. Je voudrais aussi Derrière qu'une- réagir à mon tour sur quelques aspects, en particulier l'intervention de François Reitz. Euh, Tout d'abord, l'étude qui vient de nous être, que nous livre la GAP aujourd'hui, euh, je pense qu'elle répond à sa manière euh, à, à l'intervention de François, dans ce sens euh, qu'elle est une indication très nette, très forte des faiblesses dans lesquelles se trouvent tous les interlocuteurs. Le Luxembourg d'abord, parce qu'effectivement, il n'est plus en capacité d'assumer les visions qu'il porte en termes euh, de développement, mais ce qui doit l'interroger, c'est que les faiblesses sont chroniques du côté du territoire nord-lorrain. Et lorsque la GAP affiche de manière de plus en plus claire ces faiblesses qui ne sont pas simplement à venir, mais qui sont déjà constatées. C'est ce qu'évoquait Alain Casoni tout à l'heure. D'ailleurs, à ce propos, je veux aussi dire que les faiblesses évoquées, si elles sont remarquables sur les sites de toute proximité avec la frontière luxembourgeoise, elles se font ressentir sur évidemment les territoires plus éloignés. C'est déjà le cas. Là, je parle, moi je suis élu sur le sud de l'arrondissement de Briey, et il y a déjà cette sensibilité et cette incapacité dans laquelle nous nous trouvons de répondre aux besoins qui apparaissent presque exponentiels par rapport à des capacités qui n'existent pas. À cet égard d'ailleurs, parce qu'on a évoqué l'Orne, la rivière qui traverse notre bassin, qui effectivement montre une situation inquiétante. Donc la réserve en eau, ça a été l'un des aspects, la biodiversité, il a été question des logements, mais et de l'utilisation des friches. Je veux indiquer à ce titre que la caractéristique principale des friches que nous connaissons sur nos territoires, ce sont des friches anciennement sidérurgiques qui sont très gravement polluées et qui, pour une large partie d'entre elles, ne sont pas en capacité d'accueillir du logement. Donc, une situation qui aggrave encore le paysage tel qu'il a été décrit par la GAP. Donc, tout ça pour dire que je partage ce que disait Louis-François, mais en même temps, je dis que l'étude de la GAP vient accentuer cette réflexion autour de l'idée, effectivement, et j'entends ce que dit Claude Gossec, mais
au-delà du logement se pose une question globale. C'est ce que tente de faire la GAP, je trouve, avec cette étude. Nous avons à gérer collectivement des fragilités qui vont, si elles n'étaient pas perçues dans toute leur complexité et leur globalité, conduire à des situations de blocage. Et c'est d'abord une situation qui s'impose au Luxembourg. Alors pour l'instant, effectivement, le Luxembourg regarde ailleurs. En tout cas, j'exagère en disant ça, parce qu'aujourd'hui, je pense que les regards commencent à être plus pertinents. Mais il y a nécessité que nous dégagions collectivement des chemins qui nous permettent d'amorcer des solutions. Les fragilités sont là, elles sont établies, elles pèsent lourdement. Il faut dégager des chemins. Ce chemin, effectivement, il passe par, alors, d'abord, sans doute la capacité que nous devons avoir d'établir cette évaluation qui soit, qui puisse être partagée par tous les intervenants, qu'ils soient luxembourgeois ou français ou belges ou allemands. Mais nous avons aussi sans doute besoin de faire évoluer euh, notre mode de faire. C'est-à-dire que se pose la question de la gouvernance, de ses réflexions, mais aussi des décisions à intervenir. Ça veut dire que ça souligne la part qui devrait être celle de l'État français et de l'État luxembourgeois. Le Luxembourg ne peut plus se permettre de négliger effectivement les capacités exogènes. Parce que sinon, effectivement, ce sont ces capacités endogènes qui vont être limitées considérablement et qui vont devenir un obstacle majeur. Mais en tout cas, tout ça pour dire que l'étude de la GAF, moi je trouve, s'inscrit assez clairement dans les logiques qui viennent d'être développées par Louis François. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Je crois qu'on est arrivé au bout. Monsieur Corzani, je vous repasse la parole pour quelques mots de conclusion. Oh, il s'agit pas de conclusion. Moi, je trouve que à chaque fois que nous nous rencontrons, à chaque fois que la GAP pose un pas, mais elle n'est pas seule à travailler, hein. Je pense, François a eu raison de parler du livre blanc. Je trouve que c'est euh, un acte qui marque une rupture avec tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant et qui ouvre effectivement des questions nouvelles. Je dois dire que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui-même est en train de travailler à un document qui veut être un document qu'il va déposer au cœur de nos réflexions. L'objectif, je crois, qui est en convergence entre la GAP, entre évidemment le travail du conseil départemental, le travail de nos amis au-delà de l'association au-delà des frontières et d'autres, vise justement à faire que nous soyons dans le débat, mais un débat exigeant qui aujourd'hui transite nécessairement par des solutions nouvelles, audacieuses. On ne peut pas rester simplement sur la base de constats qui sont pertinents, qui sont absolument nécessaires, mais qui appellent des réponses. Et donc, le travail de la GAP vise à cela, à faire que nous soyons dans cette démarche qui doit conduire à des postures différentes de celles que nous avons connues jusqu'à présent. Il y a urgence. Dans quelques temps, cette capacité dont nous disposons encore d'agir sur les aspects qui structurent la réflexion de la GAP risquent bien d'être dépassés et nous allons être confrontés au mur des réalités. En tout cas, merci à tous les partenaires, hein. Cette façon d'échanger, de mettre à votre disposition les réflexions de la GAP, ça correspond tout à fait à ce que nous souhaitions. C'est-à-dire, je parlais de proactivité tout à l'heure, nous sommes dans ce mouvement-là, et un mouvement qui doit encore grandir.
le fait que la CIG, pour les raisons que l'on connaît, à nouveau soit reportée, mais surtout, je pense, la modestie. Quand je dis modestie, j'utilise un terme qui est extrêmement mesuré. La modestie des intentions ou des thèmes abordés par la CIG n'a plus aucune commune mesure avec les réalités qu'on vient d'évoquer ensemble. En tout cas, merci à chacun et à chacune d'entre vous. Eh ben, il est midi moins 5. On avait prévu jusqu'à midi. Donc, voilà, chacun va pouvoir reprendre ses activités. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux. Et je vous souhaite et on vous souhaite une bonne journée. À bientôt.